Ça me fait penser à ces parents qui viennent demander de l'accompagnement. Et bon, je pose la question évidemment, est-ce que vous avez fait passer une détection de QI qui aurait pu vous donner une indication? Et parfois, les parents, effectivement, ont fait une détection avec un QI qui était supérieur à 125, 130, peu importe le seuil, et qui me disent, mais en fait, on avait cette indication-là, mais comme tout allait bien, on s'est dit que c'était pas la peine de rajouter, de C'est perturber ça, notre enfant. Pour moi, c'est une erreur. C'est une bien sûr. erreur de faire comme si de rien n'était. D'abord parce que l'enfant va se dire que bon, ouais, qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai 125, 130, ça va tourner dans sa tête et on a raté une occasion en fait de s'intéresser au profil de l'enfant. Et ça va exploser plus tard. C'est une bombe à retardement ces histoires de détection. Dès qu'on se met Exactement. à détecter l'enfant, il faut absolument, si le psychologue ne fait pas un compte rendu sérieux du test, des scores, etc. Et je sais que la plupart ne le font pas. Il faut absolument s'enquérir de quelqu'un qui va faire une interprétation, ne serait-ce qu'une heure, de ce fameux compte-rendu de QI. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'on doit dire à l'enfant? Et qu'est-ce que ça signifie en termes de parentalité? Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode, un nouvel invité. On repart dans le monde des familles et des enfants parce que Franck est spécialisé là-dessus. Donc euh, on va échanger avec Franck Robert là-dessus. Je vais lui demander de se présenter juste après. L'objectif là, c'est de parler de cet éternel problème de ce qui se passe dans les familles, de comment soutenir les parents, avec un focus sur les enfants, parce que c'est quand même une histoire compliquée. Puis pour ajouter de la complexité à la complexité, c'est comment ça se passe à l'école. Franck connaît très bien ce monde-là dont il est issu, et comment arbitrer, comment aider, comment trouver des solutions plutôt que des problèmes, parce qu'on est un peu encombré avec les problèmes, un peu moins avec les solutions. Dans ce paysage de complexité qui se radicalise, qui se met en tension, de l'école, des enseignants qui sont maltraités, parfois maltraitants, parfois des parents qui sont maltraités, parfois maltraitants, des enfants qui sont maltraités, parfois maltraitants. Donc il ne s'agit pas d'en prendre un pour pilonner les autres, ça serait trop facile et surtout ça serait injuste. Donc voilà un peu l'intention pédagogique de ce voyage. Et puis on va voir ce qui va se passer. Franck, merci infiniment d'être venu. Je te passe la main. Peut-être si tu peux donner les éléments de contexte sur ton expérience, ton histoire et comment tu arrives dans ce monde-là, ça va permettre de circonscrire un peu d'où tu parles. Puis on va avancer sur comment on peut aider les parents et par effet domino les enfants. Oui, bonjour à toutes et tous et merci Fabrice pour cette invitation. Je suis ravi d'être avec vous. Alors mon parcours commence dans l'éducation nationale en tant que simple surveillant à la fin de mes études et j'ai monté tout doucement les échelons de l'éducation nationale en devenant conseiller principal d'éducation pendant une vingtaine d'années. Dans divers établissements, j'ai été principalement remplaçant, je faisais de l'intérim. Donc ma culture professionnelle s'est vraiment construite au fur et à mesure des environnements que j'ai rencontrés dans ma carrière. Donc je suis plein de cette multiplicité en fait des circonstances éducatives que j'ai pu rencontrer. Et ça a vraiment c'est un marqueur important sur ma culture professionnelle et surtout mon expérience et mon expertise. Et puis, j'ai gravi l'échelon supplémentaire de personnel de direction par concours. Et donc, j'ai dirigé pendant quelques années des établissements, principalement des collèges, où j'avais la responsabilité de la pédagogie et de la réussite éducative des enfants. Et donc, j'étais le personnel en charge de prendre en compte tous les profils typiques. Alors, dans l'éducation nationale, on dit des enfants à besoins éducatifs particuliers. Et donc, j'étais vraiment le premier sur le front de ce genre de besoins éducatifs. Et arrivé à un certain moment, je me suis rendu compte que je n'avais ni les moyens, ni l'environnement favorable pour pouvoir répondre aux tensions éducatives que créait la présence de ces profils au sein du système.
Et j'ai décidé en fait de diriger mon voilier vers d'autres horizons. Et j'ai quitté l'éducation nationale volontairement, en profitant d'une petite faille administrative. Et j'ai décidé de devenir maintenant indépendant pour accompagner donc les enfants à haut potentiel intellectuel et les parents qui ont bien besoin aussi d'avoir des interlocuteurs parce que c'est ça qui manque principalement. Et petite anecdote qui a favorisé en fait ce départ vers d'autres contrées, c'est j'ai découvert mon haut potentiel intellectuel à l'âge de 46 ans et qui m'a ouvert aussi une compréhension très importante sur mon parcours et sur ce que je pouvais apporter aux autres. Donc voilà, je suis installé en cabinet d'accompagnement, de coaching spécialisé pour les enfants HPI et les familles. Et tu es dans quelle région? Et alors, je suis basé à Toulouse, mais ma modalité de travail est par visio, donc ça veut dire que je peux travailler vraiment avec toutes les personnes et on reparlera en fait de la condition particulière d'être en visio parce que c'est un choix, c'est un véritable choix professionnel et éducatif d'avoir utilisé ça et de ne pas avoir un cabinet où j'accueille des familles. Donc du coup, je peux vraiment travailler avec des personnes dans toute la France ou même tous les pays francophones, c'est déjà arrivé. Très bien. Qu'est-ce que tu dirais des vigilances à avoir? Alors, parler de l'éducation nationale, chaque année, j'allais dire, c'est de pire en pire pour tout le monde. C'est vraiment une catastrophe, mais il s'agit pas de stigmatiser les enseignants, même s'il y en a qui se comportent mal, mais je pense qu'il y en a surtout beaucoup qui ont peur, beaucoup qui sont maltraités par l'institution et beaucoup qui sont défaillants parce que maladroits, c'est-à-dire qui ont des circonstances atténuantes, donc on peut pas mettre. Enfin, moi, j'aime pas les raccourcis tout faits. Les enseignants, ça veut rien dire. Les parents, ça veut rien dire. Les surdoués, ça veut rien dire. Les enfants, ça veut rien dire. Comme les hommes ou les femmes, peut-être ça, biologiquement, ça veut dire quelque chose, mais par les temps qui courent, c'est un peu le bordel. Alors, ben, parce que quand même, les hommes et les femmes, c'est aussi un sujet, parlons de la douance, en tout cas du féminin et du masculin. Euh, quelles seraient les attentions, les vigilances, les préconisations que tu aurais à donner concernant les parents au sujet de cette grande maison qu'est l'éducation nationale que tu connais très bien, parce que le but, c'est effectivement de trouver des solutions, des collaborations, quand bien même il y a de quoi largement se mettre en colère. Oui. Alors effectivement, c'est un vaste sujet et je pense que ça va nous prendre du temps, mais merci encore d'avoir offert cet espace de discussion. Alors première chose que je souhaiterais dire aux familles, il y a un mot-clé qui a lieu dans l'éducation nationale qui est la co-construction éducative. C'est, on va dire, une sorte de Graal que l'éducation voudrait mettre en avant avec les familles. Hein. L'histoire traditionnelle de l'éducation française, l'instruction et l'éducation française avec les familles, historiquement, est empreinte de grandes batailles à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Et on est arrivé dans les années 1980-1990 vers la volonté de co-construire le parcours de l'enfant. Et donc, c'est un vœu pieux, puisque dans l'éducation nationale, il y a toujours des stigmates de ces batailles entre les familles et l'instruction de l'État. Mais il faut se servir de ça. Donc, aux familles qui nous regardent, qui nous écoutent, pensez ce mot-clé, co-construction. Et quand vous arrivez dans une impasse ou que vous sentez que les tensions vont augmenter, que vous allez devoir ouvrir des champs de bataille à la fois idéologiques et éducatifs pour votre enfant, sortez ce mot-clé qui fonctionne extrêmement bien et qui déclenche chez les personnels une volonté de dialogue, un peu, je dirais, instinctivement, parce que ça leur rappelle que, effectivement, l'éducation d'un enfant, ça se co-construit entre les professionnels experts de l'éducation en France, et notamment de l'instruction et de la citoyenneté, et les parents qui sont les détenteurs premiers, en fait, de l'éducation de l'enfant, et qui ont l'enfant aussi dans un cadre éducatif très large. Et donc, apporter aux professionnels qui ont peut-être tendance parfois à l'oublier, la volonté de co-construire un environnement qui est bénéfique pour l'enfant, c'est quelque chose qui va apaiser les relations, à la fois vous donner l'idée qu'effectivement, il faut se parler,
même si on est mécontent, on est en contradiction, il faut se parler parce que l'enfant a besoin que les adultes autour de lui se parlent et construisent ensemble. Donc la première chose, c'est co-construisez, vous allez voir que ça fonctionne. Et pour continuer sur l'éducation nationale, pourquoi le système éducatif est en mauvais état, notamment pour les profils atypiques? Alors on sait qu'il y a une volonté politique de répondre aux besoins des troubles cognitifs qui sont avérés, notamment, il y a une grande campagne qui a démarré il y a 15 ans sur les troubles 10, la dyslexie, dyscalculie, dysorthographie, etc., et qui s'est particulièrement bien structurée à l'intérieur de l'éducation nationale, mais qui ne produit pas les effets escomptés à cause des moyens et parce que quand on a 30 enfants et qu'à l'intérieur on en a 12 qui ont des besoins particuliers, c'est absolument invivable pour un professionnel de l'éducation, aussi aguerri et aussi volontaire soit-il, c'est absolument pas possible. Donc cette volonté dans l'éducation nationale de traiter les troubles cognitifs, pour commencer, hein, et on parle même pas de haut potentiel pour l'instant, c'est déjà pas faisable alors qu'il y a une volonté politique et que le système s'est structuré autour de ça avec des outils. Et on rajoute à ça cette atypicité, ce profil de haut potentiel intellectuel qui véhicule avec lui des clichés de facilité de travail, des clichés de aisance intellectuelle, de force cognitive, et vous obtenez un système éducatif qui considère que quand ça concerne 2,3% de la population, ce qui est la statistique officielle, mais on peut être un petit peu plus au-dessus avec toi, Fabrice, on pense plutôt 5%, ça nous semble raisonnable, mais ça reste quand même 5% des enfants. On ne va pas faire des efforts pour 5% des enfants qui sont soi-disant plus aisés et vont réussir plus facilement. Alors, 5% des enfants, ça, c'est ceux qui passent pas dans la maille officielle de la norme académique du QI. Mais si on met le TSA, si on met les TDAH et les 10, là, on est peut-être à 15 ou 20%. Ah ouais. Ah oui, en double exceptionnalité, c'est-à-dire le HPI plus un trouble associé, c'est sûr qu'on a une prévalence, c'est-à-dire un nombre de personnes concernées qui grossit énormément. C'est énorme. Énormément. Et parlons de la double exceptionnalité. Alors, Marianne Bélanger est venue sur ma chaîne et je sais qu'avec ta petite camarade, vous allez voir régulièrement Marianne à Montréal qui fait un travail magnifique sur la double exceptionnalité. C'est tellement une complexité à appréhender, c'est que c'est un métier en soi. Et tu le sais, Oui. et je le fais également. Et on peut pas demander à des enseignants d'être experts là-dessus. C'est là qu'on bug, que toute la communication qui est faite officiellement est faite par des gens neurotypiques, qui ignorent les atypiques, qui fait débat parce que les gens qui sont pas concernés s'en foutent et ils ont bien raison. En attendant, ça pollue complètement le système, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de référentiel stabilisant pour les enseignants, sauf à leur parler du QI, avec cette espèce de caricature politique, plus tout ce qui s'est fait sur la lutte des classes et les travaux de Bourdieu, qui par ailleurs sont passionnants, mais à condition de ne pas tout mélanger, qui seraient en fait des trucs de riches, mais que, si tu veux, que des enfants issus de familles riches à haut niveau culturel et plus de performances scolaires, évidemment, le test de QI, il est fait pour ça. C'est un peu comme si tu disais, est-ce que l'eau ça mouille? Bah oui, ça mouille vu que c'est fait pour ça. C'est à peu près pareil. Et comme il n'y a pas de débat, enfin, il n'y a pas de prise de recul sur le sujet, qu'on raconte des trucs à la con, sans y mettre de nuances, parce que globalement, beaucoup de gens s'en foutent. En gros, c'est un cache-sexe, hein, le QI. Pardon, je vais agacer des gens, mais c'est pas très grave. C'est quand même un cache-sexe, c'est-à-dire qu'on fait l'économie d'aller travailler sur ce qu'il y a dessous parce que c'est suffisant, c'est très délicat. Mais évidemment que ça existe. Mais à l'arrivée, c'est les enfants qui en font les frais et c'est les parents qui en font les frais parce qu'ils sont démunis. Qu'est-ce qu'il y a comme ressources dans l'école? Parce qu'il y a des enseignants passionnants qui identifient les enfants, qui préviennent les parents, qui protègent les enfants. Aussi, hein, c'est pas blanc-noir. Quand des familles sont en panne, il y a quoi Alors, comme solution?
Alors, l'éducation nationale, les outils qui ont été prévus pour les troubles cognitifs, paradoxalement, fonctionnent extrêmement bien aussi pour les enfants HPI. Il y a des outils, par exemple, comme le PAP, qui est le plan d'adaptation pédagogique, PAP. C'est tout à fait disponible sur Internet, mais c'est un outil de professionnel à travailler avec les enseignants et notamment le professeur principal. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. En tout cas, moi, je travaille beaucoup avec les parents sur cet outil qui permet d'adapter la pédagogie, que ça soit du côté du trouble ou que ça soit du côté des forces cognitives, parce que un enfant HPI peut s'ennuyer très fortement et ça va créer beaucoup de symptômes de dérégulation dans la classe. Et donc, ce PAP, il peut aider à faire ça. Mais ça, je vais dire, c'est presque un outil écrit. Avant ça, il y a tous les mécanismes de dialogue, en fait, qui sont disponibles. Qu'on peut activer. Bien sûr, je pense que tous les parents ont été confrontés à un rendez-vous avec le professeur principal. Et il y a aussi ce qu'on appelle une équipe éducative, c'est-à-dire que c'est un mécanisme structuré à l'intérieur de l'éducation nationale où le chef d'établissement ou son adjoint, plus le professeur principal, plus l'infirmière ou le conseiller d'orientation psychologue, alors maintenant on les appelle les psy-éducation nationale, plus les parents, plus l'enfant, plus un spécialiste invité des parents peuvent se retrouver autour de la table pour parler de la situation et se concerter et mettre en place des solutions, des réponses adaptées au niveau éducatif. Donc ça, c'est un mécanisme qui fonctionne extrêmement bien. Et je Pardon? conseille toujours aux parents, Ce truc-là, oui, comment ça s'appelle pour les une gens? équipe, ouais, une équipe éducative. Une Donc ça, équipe c'est l'équipe éducative. éducative. Ce dont tu parlais avant, qu'on trouve sur Internet, le PAP. Oui, le PAP, c'est un plan d'adaptation pédagogique. Donc, c'est Et des quand tu outils dis, qui sont différents. ouais, c'est pour ça que je le reprends pour pas que les gens se mélangent les Oui, pinceaux. bien sûr. Et quand tu dis que tu travailles avec le PAP, ça veut dire quoi concrètement? Alors, le PAP, c'est un document qui liste un certain nombre d'aménagements par matière au collège. Hein, il est très utilisé au collège. Euh, Par matière, il y a des facilités, c'est-à-dire des aménagements qui vont diminuer les difficultés cognitives pour les la dyslexie, la dyscalculie, la dysorthographie, la dyspraxie, la difficulté à s'organiser dans l'espace. Et donc, il y a des lignes qui sont marquées, qui sont cochées par les enseignants et les parents conjointement pour se mettre d'accord que dans cette matière-là, par exemple, on va faciliter cette difficulté cognitive. Je donne un exemple typique pour les HPI, par exemple. En histoire-géographie, il peut y avoir une difficulté, par exemple, à écrire parce qu'on sait que certains enfants HPI ont une difficulté à la graphie parce que la main n'est pas aussi rapide que l'esprit. Et donc, produire des écrits, de documents, etc., manuellement, c'est-à-dire avec la graphie, c'est très bloquant pour les enfants HPI, notamment à partir de la cinquième et de la quatrième, puisque le niveau d'écrit augmente typiquement en quatrième. Et donc, dans le PAP, il est possible de se mettre d'accord avec l'enseignant d'histoire-géographie en disant le devoir sera rendu tapé sur ordinateur. Donc ça, c'est extrêmement simple, ça coûte rien à personne et c'est une adaptation pédagogique qui diminue une difficulté pour l'enfant HPI et qui n'empêche pas l'enseignant du coup de faire son travail. Donc vous voyez, il y a des petites astuces qui sont à l'intérieur de ce document-là. Moi, j'ai les doigts palmés, j'ai exactement ce truc-là. La moitié du temps, plus de la moitié du temps, j'arrivais pas à me relire encore aujourd'hui. Donc c'est juste une épreuve, enfin une épreuve pour écrire, mais une épreuve pour utiliser mon téléphone, pour écrire sur le téléphone, euh, mais dans ce que tu dis, ça parle à la fois de HPI et de dyspraxie, qui peut produire de la dysgraphie Oui, aussi, qui oui. sont deux autres types d'emmerdements assez pénibles. Mais pour un enseignant, tu lui dis HPI, dysgraphie, dyspraxie. En gros, avec dyspraxie, dysgraphie, il peut entendre. Avec HPI, il va peut-être bugger. Enfin, il va demander un test. Oui, Parce oui, que, il y a un défaut d'éducation qui est patent dans l'éducation nationale. Et pourtant, il y a un vade-mecum de 2018 qui est sorti par le rectorat, hein, qui reprenait les travaux qui ont été faits aux États-Unis et au Québec sur la compréhension, enfin, sur l'adaptation scolaire pour les enfants doués, qui est
un bon document, hein, en 2018, le Vademecum, enfin, le ministère de l'Éducation nationale se penche sérieusement. Bon, il y a des défauts encore, mais on peut dire que c'est des travaux qui font avancer la pensée, mais qui est absolument pas diffusé au sein des établissements, alors qu'en fait, c'est véritablement au niveau local que le travail doit être fait. Donc, à chaque fois que j'ai l'occasion d'avoir des parents, j'ai l'occasion d'avoir des enseignants face à moi ou au moins un système éducatif. Et la première chose à faire, c'est de leur fournir en fait des informations et de leur dire le haut potentiel intellectuel, ça n'est pas une rousse habillée de façon excentrique qui se promène dans la police, quoi. C'est véritablement un profil cognitif qu'il faut connaître. Donc, la première chose, c'est de les informer. Et il y a des moyens très simples à chaque fois avec les familles. Je leur donne des outils qu'ils peuvent transmettre. Moi, j'ai un certain nombre d'écrits que j'ai produits qui sont tout à fait transférables pour les personnels d'éducation, et je travaille avec des personnels de direction aussi pour produire des écrits qui sont utilisables. Mais les enseignants, il y a quelque chose qui me trotte dans la tête depuis qu'on a commencé cette discussion, et je veux le dire maintenant, c'est que chez les enseignants, ils ont des circonstances atténuantes. Ils sont dans un système dont les moyens se sont réduits drastiquement, les besoins en formation ont explosé en fait avec l'arrivée des nouvelles technologies, avec tous les profils atypiques dont on veut prendre en compte la réalité. Donc, ils sont dans un système qui ne favorise pas la sérénité et le professionnalisme. Enfin, la professionnalisation, on va dire. D'accord? Donc, c'est des enseignants qui ont des motivations. Par contre, je suis confronté, moi, à des parents qui me relatent des situations de harcèlement moral et psychologique de la part d'enseignants qui, comme tu l'as très bien dit, ont peur, sont ignorants et sont dans des réflexes psychologiques qui font du mal à l'enfant. Et là, par contre, les enseignants, pour moi, sont dans une sorte de faute professionnelle. Ce sont des experts, ce sont des professionnels, ils n'ont pas le droit de s'en prendre à l'enfant. Et moi, la ligne est tout à fait claire à cet endroit-là. Donc, je me doute qu'on ne doit pas avoir beaucoup d'enseignants harcelants sur ta chaîne, mais il faut être clair et net. Ce comportement ne doit pas avoir lieu et il n'y a pas de circonstances atténuantes à mes yeux pour des enseignants qui font du mal à des enfants, quelles que soient les circonstances et quelles que soient les motivations. Et je tombe régulièrement sur des parents qui me font part de harcèlement moral. J'en ai encore, le mois dernier, j'en ai encore 3. Et là, il y a des moyens de s'attaquer à ça. Nous ne sommes pas démunis. Nous pouvons activer complètement des, des mécanismes pour lutter contre le harcèlement moral fait aux enfants, et notamment aux enfants à haut potentiel intellectuel qui ne savent pas répondre. Donc, pour moi, il y a une ligne claire en ça. Mais les enseignants sont évidemment très ignorants de ce profil cognitif qui subit tous les clichés et tous les rejets possibles. Donc, il y a des moyens. J'ai plusieurs questions. Pour les gens qui nous écoutent, donc tu m'enverras ton site, tes coordonnées, les informations que tu veux donner pour ceux qui veulent te joindre. Je ne doute pas qu'il va y en avoir beaucoup. Autre chose, tu disais que PAP c'était en ligne. Si tu peux m'envoyer le lien pour qu'on ait des ressources Bien pour sûr. les gens. Est-ce que le Vademecum, on le trouve aussi en ligne? Totalement. Et Tu totalement pourras disponible. m'envoyer ça pour que les gens Oui. y aient accès, on le mettra dans les ressources. On pourra peut-être ajouter, mais ça je l'ai, le Vademecum qui a été fait par le ministère de l'Éducation au Québec, qui est absolument Ah oui, remarquable. remarquable. Il est remarquable. Et pour ce que tu viens de dire des procédures, parce qu'il y en a quand même des gens qui sont dans la misère, on va en reparler, on en a échangé avant cette interview, de choses assez nouvelles, pas que pour des enfants surdoués, mais pour tous les enfants qui font symptômes de notre société, qui sont aujourd'hui avec des envies de suicide. Et c'est exacerbé pour des enfants surdoués, des enfants autistes ou de la neurodiversité, mais ça existe dans notre société. Il y a des psys qui font des alertes là-dessus. Il y a une femme, je connais plus son nom, qui parle de ça, une psychiatre. Alors, je reviens, je te mets plein de trucs en même temps. Sur les procédures, quelles sont les typologies de procédures? Tu maîtrises ça, mais pour que les gens aient un peu des idées quand il y a du harcèlement et quand la ligne rouge est dépassée.
Alors, pour reprendre ce que je disais, c'est le mot-clé de co-construction qui va ouvrir la porte. C'est que la plupart du temps, l'enfant qui est harcelé par un enseignant va subir des punitions, puis on va monter en gamme dans les sanctions. Il y a la volonté à un moment de se débarrasser de l'enfant de la salle de classe. Et c'est criant. Bon, les parents sont très démunis face à ça parce qu'ils sont face à un système très structuré de sanctions qui leur donne pas forcément la possibilité de défendre l'enfant efficacement. Et surtout, il y a un corporatisme véritable où le personnel de direction est tenu aussi de défendre son personnel enseignant, sinon il va faire face aussi à des difficultés dans sa propre gouvernance. Donc, les parents sont démunis pour ces deux raisons-là. Mais le dialogue est possible et il est même indispensable. C'est qu'il est possible pour les parents de mettre en lumière que l'enseignant ou l'enseignante qui fait du harcèlement vers l'enfant est en fait en difficulté. Nous le voyons très bien de l'extérieur. On ne se comporte pas comme ça quand on est un adulte, quand on est bien dans ses baskets, surtout quand on est un professionnel de l'éducation. Donc, quand on en est à harceler ou à traumatiser un enfant, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien chez nous. Et le personnel de direction le sait ou doit le savoir. Il doit savoir qu'une personne sous sa responsabilité est en train de vivre quelque chose de difficile à vivre. D'accord? Et c'est pas pour dire la pauvre enseignant, c'est dire il faut l'aider. Il faut diminuer ce niveau de stress parce que c'est la clé pour mettre fin au harcèlement. Le harcèlement moral d'un enseignant, c'est la même mécanique que le harcèlement moral ou physique d'un enfant envers un autre enfant. Totalement. Donc, il faut donner la main au harceleur. Et surtout entre adultes, c'est encore plus facile de se donner la main parce que normalement, on doit se parler de façon mature. Et donc, la première chose, c'est de dire, bon, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette salle de classe avec notre fils ou notre fille. On est conscient et lucide que il ne fait peut-être pas les efforts nécessaires, mais c'est difficile parce qu'il n'en a pas les outils. Par contre, il y a une discussion, nous sommes prêts à avoir une discussion ouverte avec l'enseignant ou l'enseignante qui passe des mauvais moments. D'accord? Et là, le personnel de direction, s'il fait bien son travail, et en expert qu'il est, il est capable de se rendre compte que oui, il va devoir aider un enseignant, même si ça va être des moments qui sont plus difficiles que de simplement appliquer une sanction à l'enfant. Donc, il faut rentrer dans un mécanisme de dialogue qui est très structuré, que moi j'accompagne en donnant des astuces, parce qu'il y a des mots-clés encore que les enseignants entendent très facilement. Et pour continuer ça, il faut se battre contre les procédures disciplinaires parce que le harcèlement vient de la procédure disciplinaire qui s'accumule. Et dans l'éducation nationale, il y a des procédures automatiques. Je mets en garde toujours les parents à laisser filer progressivement les sanctions en pensant que bon, ça va pas être trop grave ou qu'on va réussir à résister. Non, attention, il y a des actes de l'enfant qui sont automatiquement sanctionnés, notamment les insultes. Si un jour votre fils ou votre fille dit à son enseignant que c'est juste une grosse conne ou que c'est un salaud, le personnel de direction n'aura pas d'autre choix que d'appliquer une sanction lourde. C'est un décret qui date des années 2000 qui l'oblige à faire ça. Donc vous allez vers une exclusion temporaire quasiment automatique. Et si jamais il ose porter la main ou lancer un objet ou bousculer un enseignant, c'est le conseil de discipline automatique. C'est dans les textes réglementaires de l'éducation nationale. Donc attention, la menace est réelle. Et moi, le travail que je fais avec les familles et que j'engage à faire là, si vous nous écoutez, c'est ne laissez pas filer les sanctions quand vous êtes face à un enseignant qui s'en prend à votre enfant. Ensemble, on peut mettre fin à ça. J'ai sauvé des enfants du conseil de discipline, j'ai sauvé des familles de sanctions à répétition en mettant fin complètement au comportement des enseignants. Donc ça, c'est une chose très importante et je voulais profiter de l'occasion pour le dire. Mais le dialogue, il n'y a que ça de vrai, il n'y a que ça qui fonctionne en fait. Et ensuite, il y a des outils pour accompagner les enseignants et les enfants en même temps. Et si tu veux qu'on reprenne cette histoire de suicide, parce que Oui. ça, c'est une réalité qui monte. C'est une réalité qui monte. Depuis que je fais du coaching pour enfants HPI, j'ai de plus en plus d'enfants enfermés dans leur chambre, à refuser de sortir dans le noir, à refuser de s'alimenter. C'est une réalité qui monte très fortement. Alors, l'analyse qu'on en fait, nous les professionnels, c'est qu'on est face à des burn-out en fait.
et que ce burn-out, il est la conséquence d'un épuisement psychologique, comme tous les burn-out, mais qui vient du système scolaire et qui est aggravé par le décalage que subissent les HPI par rapport à la norme, et qui, en fait, ne permet pas à l'enfant ne peut pas répondre à ça parce qu'il est très immature. Voilà. Il n'est pas suffisamment mature, même à 15, 16 ou 17 ans, pour sortir tout seul de cette situation-là. Qu'est-ce que tu appelles immature? C'est-à-dire qu'avec cette dysynchronie, on connaît le principe de dysynchronie qui est mis en œuvre par Terrassier, c'est que l'enfant dans sa tête a des années d'avance de maturité intellectuelle, mais l'enfant garde son âge biologique. C'est-à-dire que si vous avez un jeune qui a 13 ans avec 3 ans d'avance, donc qui a 16 ans, il a la capacité de réfléchir comme un ado de 16 ans, mais il n'a pas suffisamment d'expérience de vie pour faire face à des situations d'ado de 16 ans. Donc un jeune de 16 ou 17 ans qui se sent harcelé ou qui est épuisé, il n'a pas suffisamment de connaissances pour pouvoir sortir lui-même de la situation dans laquelle il est. Donc il est à la fois immature en termes d'expérience et en termes affectifs, il est aussi immature. C'est que le jeune qui n'a que 12 ou 13 ans, il va réagir en fait avec son affect de 12 ans, et voire même l'enfant HPI, parfois les psychologues en parlent, ont une sorte de régression affective à se recroqueviller au niveau d'un noyau affectif qui fait qu'ils arrivent même plus à sortir psychologiquement des réactions infantiles, c'est-à-dire la peur, la tristesse, le désespoir. Ils sont pas capables de construire en fait des schémas psychologiques, émotionnels plus élaborés que ces simples peurs infantiles. Et donc, ce que j'appelle immature, c'est des jeunes qui n'ont pas l'expérience au niveau de la situation, comme nous on l'aurait par exemple, à partir de 25-30 ans, on a des expériences situationnelles, et au niveau émotionnel et affectif, incapables en fait de produire des émotions qui sont plus raffinées que les simples émotions de base. Et donc les jeunes que je rencontre sont dans cette situation-là, c'est-à-dire qu'ils sont épuisés parce que c'est un système qui, à cause du fait qu'ils sont obligés de produire un faux self, c'est-à-dire un masque social pour coller à leur environnement, à cause du système éducatif, en fait, qui ne prend pas en compte la maturité cognitive, qui ne leur propose pas des challenges cognitifs, donc ils sont dans l'ennui. Il y a du cynisme qui va s'installer puisque les enseignants ne sont pas du tout à leur écoute. Donc tout ça, ça crée une sorte de désespoir, de renfermement qui macère complètement à l'intérieur parce qu'il n'y a pas de solution qui est proposée par le jeune lui-même. Et donc, le travail que je fournis, c'est avec les parents qui viennent me chercher en disant, vous êtes la clé, mais il faut que vous écoutiez votre enfant et non pas que vous projetiez sur lui votre propre peur, en un, parce qu'on a toujours peur de voir son enfant qui est mal, on n'arrive pas à être rationnel, et deux, offrir des vraies solutions qui correspondent à la situation, et non pas des solutions qui seraient des solutions typiques, des solutions normées de parents, d'enfants typiques. Et donc, la clé, c'est les parents pour cette histoire de suicide. Et je pense que c'est une réalité, le burn-out. Chez les jeunes, c'est très, très important. Dans ce que tu dis, j'aurais envie de rajouter des éléments de cadrage pour les parents, pour les enseignants. C'est que là, on parle des atypiques, c'est-à-dire ceux qui ont un décalage anthropologique versus les surdoués neurotypiques, qui sont les clichés qu'on voit dans la presse ou dans les bouquins. Ceux-là ne vivent pas la même chose. Et c'est pas parce qu'ils sont décalés qu'ils sont pathologiques. Et s'ils ont des problèmes de dépression et de burn-out, c'est pas parce qu'ils sont par nature atypiques, c'est pas génétique, c'est épigénétique, c'est anthropologique, c'est culturel. Et que dans le décalage typique-atypique, c'est-à-dire que le vrai sujet, c'est pas 130 ou pas 130, il se passe rien à 130 du tout. C'est un espèce d'arbitrage ordinaire du monde neurotypique, académique, qu'on met à 130, que d'autres pays mettent à 125 et que d'autres personnes mettent à 140. Donc tout ça est discutable. Mais là, on est dans le monde neurotypique, des gens qui vont bien à l'école, où la représentation collective est de la performance cognitive, scolaire et académique, point barre, qui est ce qui fait que des enseignants peuvent partir en vrille, ce qui se comprend très très bien, parce qu'on ne leur clarifie pas la situation.
Ceux dont tu parles, évidemment qu'il va y avoir des HQI typiques, mais on parle surtout des HPI atypiques, hein, parce que, je le répète, il n'y a pas de test de HPI. Si on passe un test de QI, c'est pour savoir si on est HQI, pas HPI. Ou comme je l'explique parfois, si au magasin on va acheter une casserole, on nous donne pas une poêle à frire. Si ça ne porte pas le même nom, c'est que ce n'est pas la même chose. Et là, ce n'est pas la même chose. Et donc, ils le font pas forcément exprès. Une autre chose qui caractérise et qui distingue HPI de HQI, c'est-à-dire de typique d'atypique, parce qu'il y a aussi des HPI, HQI, c'est qu'un HPI considère que quand ça va pas bien, c'est de sa faute, d'où le burn-out. Alors que le monde neurotypique, quand ça va pas bien, c'est la faute des autres. En général, et évidemment, il y a des exceptions. Donc, il y a des choses qui caractérisent cette culture singulière qui n'a jamais été étudiée sur Terre. Concrètement, les HPI, il n'y a pas de test et c'est pas étudié. C'est dégradé, c'est phagocyté, c'est récupéré, c'est pathologisé, c'est tout ce qu'on veut, c'est piétiné, mais c'est bien ça dont on parle. Donc c'est sûr que pour des enseignants qui vont jamais rentrer dans les débats qu'on fait là, eh ben en fait ils sont flippés et on leur clarifie pas la situation, on leur embrume la tête, ce qui est plutôt ce qui se passe. Donc ils ont de véritables circonstances atténuantes, bien sûr. Et ce que tu dis sur le burn-out, évidemment pour les HPI ça va augmenter s'il y a de la multi ou de la double exceptionnalité, parce que ça rajoute du bordel au bordel. Et puis évidemment c'est pire pour des personnes autistes. Et je le répète, et je le répéterai toujours, les personnes autistes, pour les parents, soyez super vigilants pour les filles. Hein. 3/4 des filles ont été agressées sexuellement, ou des femmes. Évidemment, ça vaut pour toutes les femmes. C'est pire pour les femmes autistes avec une forme de naïveté. C'est-à-dire que dans l'immaturité dont tu parles, c'est une inconcevabilité de cette perversion sociale, de ces formes d'agression, de ces perfidies qu'on trouve dans le monde HPI et encore plus dans le monde TSA, de pas concevoir. Beaucoup, j'ai dû en parler, c'était avec Esther, sur ma chaîne. Elle a mis un an pour considérer qu'elle était harcelée, elle mettait pas un nom dessus. Pour le burn-out, Absolument. pareil, comme pour les adultes. Moi, j'ai fait 3 burn-out. Alors, je connais bien le sujet, mais le dernier, je l'ai pas vu venir tellement j'étais en suradaptation et j'ai vu venir quand j'avais la tête en sang dans le mur. Et encore, j'ai l'expérience et puis j'ai l'habitude de manger des murs. Mais pour un enfant, mais c'est terrible. Je t'avais donné un exemple à part. Alors, on va aller sur des trucs qui fâchent. Je vais essayer d'anonymiser mon témoignage. Quelqu'un qui me dit, dans mes réseaux, j'ai beaucoup de monde dans mes réseaux qui me dit, tu te rends compte, j'ai un ami, le gamin, il a 6 ans, il veut se suicider. Il veut se suicider, pourquoi? Parce que il est allé sur un CMPP, j'ai plus le nom, mais je te laisserai expliquer ce qu'est un CMPP. Un CMPP, donc une équipe de gens qui causent, avec la croyance que parce qu'on rajoute du monde, le système va être plus intelligent, mais on sait très bien qu'en sociologie, pas du tout. Plus tu rajoutes des gens, plus le système devient con. C'est-à-dire que les gens, ils sont en compétition, ils sont en autocensure, ils sont en censure, donc ils réduisent leur forme d'intelligence. Donc, en gros, mais on sait ça en psychosociologie, mais moi je l'ai fait dans des coachings d'équipe, c'est-à-dire qu'on est moins intelligent à plusieurs que tout seul dans une société où tout le monde contrôle tout le monde. Il faut remettre ça dans un cadre psychosociologique. Donc le CMPP a mis 1 heure avec les parents, le médecin, le psy, à dire que le gamin avait un TDAH, mais ils l'ont dit quasiment, il aura fallu 1 heure pour un truc qui était évident. Et quand les parents disent oui, mais il y a de l'autisme, bah, ils se disent on verra plus tard pour l'autisme. On commence par le TDAH. Et puis après le HPI, c'est les parents qui fantasment. Et allez vous démerder avec ça. Et les parents sont en vrille et le gamin veut se suicider parce qu'il est démuni. Mais quand tu as une forme de lucidité qui va être supérieure pour les atypiques et que tu vois plus d'espoir, ben, que tu n'as plus qu'à disparaître. Enfin, tout ça est à peu près cohérent. Et quand tu le vois très très tôt, ce qui est le cas des HPI, encore plus des THPI, que ce monde est totalement absurde et abruti, que tu vois en plus les jeux d'acteurs, ce qui rend fou. Hein, moi, j'ai envie de leur sauter à la gorge, mais il paraît qu'on n'a pas le droit. Mais je pense que je serais capable de le faire. Physiquement, hein, j'entends. Donc moi, Ouais. aujourd'hui, dans une classe, je suis très dangereux. Donc j'évite de me mettre en danger.
et je continue avec ça, je te mets plein de matériaux, c'est qu'il y a quand même des gamins qui comportent mal HPI. C'est-à-dire qu'on voit chier Oui. les enseignants et ils n'ont pas le droit, Ah oui. ou qui voient les dissonances des enseignants et qui les corrigent. Sur le fond, ils ont raison, mais sur la forme, ils n'ont pas le droit. Mais certains, ils ne sont pas initialisés en disant, bon, d'accord, bon, mon enseignant, il se plante, et alors j'ai pas le droit de dire qu'il se plante, alors que c'est la vérité. C'est-à-dire tout ce que sont les jeux d'acteurs, de la pièce de théâtre, des jeux sociaux, ils sont, ils ne sont pas initialisés, c'est-à-dire qu'eux aussi ont des circonstances atténuantes. C'est-à-dire que c'est juste de bon sens. Le mur est blanc, il est blanc. Le mur est noir, il est noir. L'instit, il raconte des conneries, je lui dis. Et tout ce qui est Oui, convention sociale n'est pas intégré. Bon, je te laisse tout oui. ça. Non, mais merci pour tout ça. Il y a beaucoup de choses à dire. Pour reprendre ce dernier point, et puis on va remonter le fil de la pensée, c'est l'enfant est confronté à un paradoxe. C'est-à-dire que les parents, qu'ils soient conscients ou pas de son atypicité, vont avoir historiquement et par la pression sociale environnante le besoin de le normaliser ou de le faire rentrer dans un système normatif qui lui permettra soi-disant d'être heureux. Et donc ça, c'est la première pression qu'il y a dès la petite enfance, hein, dès les enfants bébés à la crèche. On a déjà, moi j'ai des parents qui me joignent en disant mon enfant de 3 ans a des difficultés à l'entrée en maternelle ou même en crèche, déjà c'était compliqué. Et donc les enfants sont face à une normalisation forcée qui est véhiculée par les parents. Mais au fur et à mesure, il y a la volonté aussi de leur permettre d'être eux-mêmes. Et là, c'est là que ça bug. C'est qu'il va falloir faire rentrer l'atypicité dans un système normatif très rigide. Et là où je te rejoins complètement quand tu dis il faut initialiser les enfants, il faut les initier très tôt au fait qu'on est atypique dans un monde globalement typique. Et donc, il n'y a pas incompatibilité, mais il y a une adaptation que l'enfant HPI ou l'enfant atypique fait naturellement, mais il faut aussi éduquer son environnement typique à accepter un enfant atypique. Et ça, en France, on n'est pas du tout bon. On travaille hypocritement autour de la notion d'inclusion, sans savoir de quoi on parle et surtout sans l'expérimenter véritablement. Quand on se tourne vers des sociétés qui sont plus ouvertes, et notamment le Québec, pour le haut potentiel, est particulièrement avancé, non pas en termes de recherche scientifique ou d'acceptation du profil, mais parce qu'on est dans des environnements qui sont clairement plus inclusifs que notre propre société, on voit que ça marche et que là, on a beaucoup moins de tensions en termes de mal-être des enfants, même s'il y a des difficultés, comme tu disais, en classe. Et l'enfant qui se comporte mal en classe, il a des circonstances atténuantes, non pas que pauvre chéri, c'est normal, tu es différent. Non, c'est qu'il n'a pas les clés pour comprendre comment il doit se comporter dans un environnement qui pour lui est ultra violent, absolument absurde, comme tu disais. Donc, à mes yeux, il faut aussi maintenant éduquer l'enfant à partir du moment où on connaît son profil atypique. Il y a un gros travail d'information et d'éducation. La première séance que je fais, moi, tout le temps avec les familles, c'est de réunir tout le monde autour de l'ordinateur et je fais une séance d'1 heure et demie autour de qu'est-ce que le HPI, qu'est-ce que le QI, quelles sont les caractéristiques et qu'est-ce que ça signifie pour la vie d'un enfant. Et la plupart du temps, au bout de cette première séance qui est lourde, hein, qui est très dense, mais qui permet à tout le monde d'avoir un peu une connaissance commune, eh bien, déjà, les tensions se libèrent. C'est-à-dire que l'enfant se sent au moins compris, il a une vision de qui il est, les parents commencent à avoir des clés, et la discussion s'enclenche entre les parents et les enfants sur « Ah bah finalement, voilà, tu fonctionnes comme ça, et nous, on comprend mieux ». Parce que l'autre chose aussi à dire aux parents d'enfants atypiques, c'est que si on part du principe que un profil, un haut QI ou un profil atypique, ça peut être héréditaire, ça veut dire que vous êtes concerné par ce côté atypique vous-même, et donc vous avez eu une vie d'enfant, une vie d'adolescent et de jeune adulte, marquée aussi par cette atypicité, et vous pouvez puiser dans cette atypicité, la façon dont vous avez réagi vous-même à cette confrontation avec un monde très normalisé, pour donner des clés.
et non pas projeter en fait vos propres échecs ou vos propres volontés de réussite là où vous avez vous-même eu du mal à réussir. Et ça, c'est la deuxième clé pour les parents, c'est de dire de ne pas vous projeter dans votre enfant pour réussir à travers lui ce que vous considérez ne pas avoir réussi. Bon, mais concernant les enfants en classe, évidemment qu'ils ont des circonstances atténuantes, mais ça ne les excuse pas non plus de jouer selon les règles de vie commune. C'est-à-dire qu'on peut être en désaccord avec son enseignant, mais il y a quand même des règles de vie qui vont fonctionner pour sa vie adulte qu'il faut respecter dès qu'on est enfant. Par exemple, la grossièreté, la violence, la sincérité, le mensonge, la fraude, tout ça, c'est des règles qui n'ont rien à voir avec le fait d'être typique ou atypique. Donc, un enfant qui rentre dans ce rapport-là avec les adultes, c'est que quelque chose s'est pas bien installé dans son système de valeurs et que ça va poser problème pour son positionnement en tant qu'adulte. Et c'est pas quelqu'un qui va bien aller, d'accord, quelles que soient les circonstances atténuantes de son profil dans un environnement qui le met en mal-être. Donc, c'est toute la complexité de ce genre de profil qu'il faut travailler, auxquels les parents doivent prendre conscience et travailler avec leurs propres valeurs, avec les propres enseignements, l'éducation qu'ils souhaitent donner, leur histoire familiale, parce que, alors, on ne parle pas encore d'histoire familiale, mais là, il y a aussi beaucoup de choses à dire. Un enfant atypique n'a pas le droit de se comporter mal parce qu'il est atypique. Je veux dire, il faut le cadrer. Un enfant, comme disait Revol, je veux dire, un enfant atypique, c'est aussi un enfant. Donc, il faut se comporter avec eux comme des enfants. Donc, pour moi, c'est quelque chose de très important. Tu vois. Juste sur ce que tu disais dans l'interview précédent, le nôtre là, on a eu le témoignage de Marion Kuark sur l'éducation des enfants qui est unique au monde en Suède. Donc pour les gens qui peuvent avoir le complément, il y a Québec et la Suède, mais c'est un projet politique, c'est un projet institutionnel. Avant de peut-être revenir sur le CMPP, juste à rajouter un truc qui peut être important pour les parents, les enfants, pour bien prendre la mesure du décalage et des enjeux. Moi, j'explique que c'est un sujet anthropologique. On est des expatriés dans un monde étranger. Quand on va dans un pays étranger, il y a des règles, on respecte les règles. Il y a une culture, il y a des codes, on respecte les codes. Et si ça nous plaît pas, on se casse. C'est-à-dire que c'est pas le bordel, on n'est pas autorisé à tout. On peut ne pas être d'accord, mais il y a des règles de sociabilité. Il y a des règles à avoir dans des cadres. Donc, il ne s'agit pas d'être enfermé dans un cadre neurotypique, mais d'avoir une coexistence pacifique et intelligente avec ce monde-là, ce que vont faire plus facilement certains HPI ou THPI, et plus facilement les garçons que les filles, c'est-à-dire qu'ils vont trouver des stratégies qui peuvent s'appeler aussi manipulation, mais qui sont des stratégies d'adaptation culturelle sur des mondes autochtones, c'est-à-dire qu'il y a des règles, tu n'ignores pas les règles, tu les arranges un peu à ta sauce, mais en tout cas, il y a des choses qui sont pas négociables. Et évidemment que c'est pas parce que t'es différent que ça t'oblige à foutre le bordel, à cramer les gens, mais jamais de la vie. Mais jamais, jamais de la vie. C'est hors de question. Après, c'est un message à donner plutôt aux parents qu'aux enfants. Parce que les cadrans, oui, aux deux, bien sûr, mais je veux dire, le cadre éducatif, c'est les parents qui le mettent. C'est les donc, parents, oui. C'est plutôt à eux de dire, écoutez, c'est pas parce que votre enfant est différent que vous voulez pas le brusquer ou que vous voulez prendre soin de lui avec bienveillance, que vous devez pas le cadrer comme on le ferait avec n'importe quel autre enfant. Surtout que on sait dans la psychologie de l'enfant et dans la psychologie de l'adolescent que l'adolescent a besoin de ce cadre pour se construire, parce que sinon, ça crée un cadre anarchique dans son esprit qui l'empêche d'avoir des comportements qui sont bien pour son bien-être et pour sa survie. Donc le cadre, il est bénéfique, et en ne donnant pas de cadre, c'est presque, je veux dire, meurtrier pour l'enfant de pas donner un cadre éducatif. Donc c'est au contraire, il faut être cadrant, mais de façon rationnelle, de façon éclairée. Voilà. Et pour revenir, si je peux me permettre aussi, il faut qu'on garde aussi un focus très important, tu disais, sur les femmes et sur les filles. Les filles HPI qui donnent l'impression d'être adaptées ou d'être comme un poisson dans l'eau. On sait que c'est extrêmement nocif, très toxique pour les filles. Quand les filles qui sont atypiques ou qui ont un fort décalage n'ont pas l'air d'être mal.
Et là, il y a une grosse alerte à avoir. J'ai des parents aussi qui disent, mais ma fille, ça va très bien, il n'y a pas de souci, etc. Occupons-nous de notre fils. Non, attention. Des filles, elles sont en stratégie de suradaptation Elles sont encore plus que les invisibles. garçons. Elles Elles sont sont invisibles. invisibles et en plus, elles sont moins fortement détectées parce que on se dit tout va bien, en fait, on va pas aller créer des problèmes là où il y en a pas. Mais le problème est très profond. Et les jeunes filles qui dégoupillent en fin de collège ou quand elles arrivent à l'âge de 19-20 ans, elles dégoupillent très fortement. Et là, le problème est encore surmultiplié. Et là aussi, il y a des risques de s'en prendre à soi-même, des automutilations chez les jeunes filles HPI aux alentours de 15-16 ans. Elles sont légion et ça se voit absolument pas puisque c'est caché. Donc, il faut qu'on soit Exactement. aussi Et très vigilant sur ça. je l'ai abordé beaucoup sur ma chaîne pour alerter les parents, alerter les filles. Moi, je teste toutes les femmes et toutes les filles, et j'en ai vu quelques milliers. Pas toutes l'ont fait. La grande majorité l'a fait ou a voulu le faire. Les parents n'étaient pas au courant. Elles font en sorte de masquer les parents, que les parents ne le voient pas. Et j'explique un peu ce processus qu'on trouve essentiellement chez les filles pour la scarification, des TS aussi versus les garçons, mais il y en a plus sur les filles. En gros, les filles, elles réussissent mieux que les garçons sur ces sujets-là. Et en fait, comme j'ai expliqué, c'est pas une volonté de se suicider, c'est une volonté d'arrêter les tensions, les dissociations, les tempêtes émotionnelles dans lesquelles elles sont. C'est pas l'intention de se suicider, c'est l'intention d'arrêter ce machin-là. Et effectivement, elles sont beaucoup plus invisibles. Et ce que ça dit, c'est qu'il faut identifier les gamins le plus tôt possible, pas pour leur monter le bourrichon, ce que peuvent penser des gens qui ignorent le sujet, mais pour prendre en compte, à défaut de prendre en charge, mais prendre en charge si c'est nécessaire, mais à minima prendre en compte le fait qu'on n'est pas fabriqué pareil, mais c'est pas très grave parce que ça requiert des formes d'adaptation et d'éducation et d'apaisement. On n'est toujours pas dans la lutte des classes parce qu'il y en a qui vont réagir là-dessus. Non, Euh, non. Parce que on est atypique, on est de naître et on est d'être. C'est Hum pas un truc qu'on trouve en cours de route. Le QI, si on bosse un peu, il y a des bouquins, on peut faire monter son niveau de QI. Hein. C'est comme Oui. les devoirs de vacances. Tu arrives en septembre, tu as des meilleures notes. Bah, pour le QI, c'est pareil. Donc, donc évidemment que c'est attaqué au regard de ça, mais c'est pas de ça dont on parle. Et puis, il y a des gens aussi qui sont neurotypiques, qui sont HQI, et qui ont des problèmes, évidemment, de décalage, mais ce sont pas les mêmes. Là, on rentre dans des subtilités de subtilités qui sont encore pas du tout abordées. Mais donc, c'est nécessaire pour moi de le savoir pour prendre en compte et faire l'économie de prendre en charge, mais prendre en compte au maximum, en espérant qu'on va être enfin dans une société qui va dépasser ça. On en a échangé, ça commence un peu à se calmer. Et je te passe la main et j'ai toujours une fenêtre ouverte sur le CMPP. Alors, mais pour rebondir sur ça, ça me fait penser à ces parents qui viennent demander de l'accompagnement. Et bon, je pose la question évidemment, est-ce que vous avez fait passer une détection de QI qui aurait pu vous donner une indication? Et parfois, les parents, effectivement, ont fait une détection avec un QI qui était supérieur à 125, 130, peu importe le seuil, et qui me disent, mais en fait, on avait cette indication-là, mais comme tout allait bien, on s'est dit que c'était pas la peine de rajouter, de C'est perturber ça, notre enfant. Pour moi, c'est une erreur. C'est une bien sûr. erreur de faire comme si de rien n'était. D'abord parce que l'enfant va se dire que bon, ouais, qu'est-ce que c'est que cette histoire chez 125, 130, ça va tourner dans sa tête et on a raté une occasion en fait de s'intéresser au profil de l'enfant et ça va exploser plus tard. C'est une bombe à retardement ces histoires de détection. Dès qu'on se Exactement. met à détecter l'enfant, il faut absolument, si le psychologue ne fait pas un compte rendu sérieux du test, des scores, etc. Et je sais que la plupart ne le font pas. Il faut absolument s'enquérir de quelqu'un qui va faire une interprétation, ne serait-ce qu'une heure, de ce fameux compte-rendu de QI. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'on doit dire à l'enfant? Et qu'est-ce que ça signifie en termes de parentalité? Et ça, c'est un message que je profite de passer aussi. Si vous avez fait une détection et que vous croyez ne pas devoir en parler en pensant que tout va bien, vous êtes assis sur une mine à fragmentation. Et préoccupez-vous de ce qui s'est passé dans le compte rendu de détection du QI. C'est très très important.
Et pour revenir sur le CMPP, parce que je crois que là, on ouvre aussi un champ très, très important. Alors, le CMPP, c'est euh, euh, alors, c'est conseil, le C, ça m'a échappé du coup, je suis en train de t'en parler, mais médico-pédopsychologique, alors pas comité, mais bon bref, c'est une cellule qui est rattachée au ministère de la Santé et qui permet de répondre aux besoins psychologiques des mineurs. Et à côté, on a le CMP aussi, qui est pour les adultes. Donc pareil, médico-psychologie. Donc c'est des cellules dans lesquelles il y a des psychologues, des éducateurs spécialisés qui travaillent pour faire des, euh, des accueils tous les jours pour les enfants qui ont besoin. Alors, à la fois, c'est une réponse très intéressante, mais on voit que on constate qu'il y a beaucoup de dégâts qui sont faits dans les CMPP pour les jeunes ados qui sont avec des profils atypiques. Et en préparant notre interview, on a parlé du CMPP, Fabrice, et moi, ça m'a fait penser à cette famille que j'ai rencontrée et j'ai apporté le livre, en fait, de Florence, qui a écrit ce livre, Hors norme, le parcours du combattant, et je tenais à vous le montrer parce que il est particulièrement représentatif des dégâts qu'on peut faire si on ne fait pas le travail correctement, et au sein des CMPP, parfois, c'est le cas. Florence raconte l'histoire de son fils qui était mal, avait un mal-être à partir de 17 ans, à la fin de sa scolarité, pourtant tout à fait linéaire, et qui consulte un CMPP. Et la machine se met en œuvre avec un diagnostic de schizophrénie. Et les parents sont complètement éjectés du cercle de prise de décision, de telle sorte que le fils, l'enfant, enfin le jeune, rentre dans la machine et va se retrouver interné dans des accueils de jour, dans des structures pour schizophrènes et pour les jeunes qui risquent de mettre fin à leur jour. Et donc il est médicamenté très lourdement, il est enfermé pendant 3 semaines. Et donc c'est cette histoire-là qui montre que en fait la machine peut se tromper lourdement et faire de lourds dégâts. Heureusement, cette histoire se termine bien et je vous propose de le lire, hein, vraiment, si ça vous intéresse. Ce court compte rendu est disponible en vente libre alors sur les plateformes, hein, chez son éditeur, sur Amazon, etc. Fabrice, je te redonnerai les références. Et ça, c'est très intéressant parce que quand on est parent et que on se laisse embarquer dans des structures qui sont ignorantes complètement et qui n'ont pas suffisamment de connaissances, on va vers des risques très forts. Et si il n'y avait pas eu 2 ou 3 personnes ressources autour de cette famille, et notamment le jeune lui-même qui a une volonté résiliente très très forte de sortir du système, il serait enfermé, au mieux, il serait enfermé dans des structures psychologiques. Et je sais, là, pour vous dire la solution, il a un métier et il a un avenir tout tracé et ça se termine très bien, alors qu'il est tout simplement HPI et qu'il a fait face à des gens qui ont refusé de le voir. Donc, les CMPP sont à la fois des ressources très importantes. Hein. Moi, en tant que personnel de direction, je travaillais beaucoup avec les professionnels du CMPP, mais avec la lucidité de attention, vous pouvez aussi ne pas connaître ce qui se passe et soyons particulièrement raisonnables. Et les parents qui nous écoutent, qui ont pris contact avec des CMPP, tant mieux, parce que vous pouvez avoir des réponses, mais restez particulièrement vigilants quand vous confiez votre enfant au regard d'un professionnel. Et on sait que parfois les professionnels de la psychologie, de la psychiatrie ou de la médecine sont un peu définitifs, alors que, comme on le disait Fabrice, on est dans un moment où on défriche complètement ces profils-là. On en a une connaissance extrêmement infime pour l'instant. Et on se réjouit, on en parlait juste avant cette interview, on se réjouit peut-être du fait que l'hiver du HPI se termine et qu'on va vers le printemps du haut potentiel dans le monde. Hein. Le Québec est en train de s'ouvrir, les États-Unis se sont réouverts il y a une vingtaine d'années. Moi je travaille avec d'autres pays européens, on sait qu'en Espagne, on sait qu'en Belgique, on sait qu'en Italie, ça s'ouvre. On a tous les pays nordiques qui nous offrent aussi pas mal de littérature. Donc on se réjouit du fait qu'on
on commence à mieux connaître ces profils et on va de nouveau les étudier. Mais attention, notre connaissance est infime comparée à ce qu'on va devoir probablement découvrir. Donc, nous qui sommes d'abord, nous les professionnels, on est très vigilants et je sais que quand on échange, on est toujours à bien prendre des précautions. Et les parents, sachez que vous entrez dans une terra incognita complètement et que vous confiez vos enfants dans la structure, dès que vous rentrez dans une structure de l'État ou une structure médicale, vous allez peut-être être confronté à des gens qui méconnaissent gravement le profil de votre enfant. Donc restez vigilant, ne tournez pas le dos évidemment, mais restez vigilant. Il y a des professionnels extraordinaires dans ce système, on en croise, hein, on connaît par exemple Fanny Nussbaum, Olivier Revol, des gens qui sont extraordinairement vigilants et très éclairés, mais vous êtes le rempart contre des décisions qui sont néfastes et toxiques pour votre enfant. Je suis allé chercher le CMPP, ces centres médicaux Voilà. psychopédagogiques. Et pour les gens, donc c'est composé d'une équipe pluridisciplinaire qui regroupe plusieurs professionnels sous la responsabilité d'un médecin. Et dans les professionnels, médecins, pédopsie, médecins, psychologues, psychomotes, psychopédagogues, orthophonistes, éducateurs, assistants du service social, etc., etc. Mais on est dans un monde qui méconnaît les atypiques, mais qui est à la fois avec un référentiel médical, donc très souvent des postures d'autorité, un référentiel neurotypique et académique et scolaire, et avec des gens qui, vous voyez bien, c'est pas de vague, pas d'aspérité, très souvent pas de courage. Donc on est quand même dans des machines à broyer, y compris avec des personnes, on les prend individuellement, elles peuvent être qualitatives. On les met dans un système en groupe, ça devient des autres personnes. Elles mutent. Elles mutent parce que là, elles peuvent avoir peur, parce qu'il y a des enjeux systémiques et institutionnels. Donc ça dépend de qui est chef. Moi, je préfère travailler avec des chefs, comme ça on gagne du temps. Mais sinon, on est quand même dans une culture, il faut remettre ça dans une culture de gens qui sont flippés, où le courage, en gros, bah t'en fais un peu les frais, hein. C'est mon cas, mais j'ai l'habitude. C'est-à-dire de dire des vraies choses avec des gens qui connaissent pas le sujet, mais si en plus ces gens ont des postures d'autorité, faut bien savoir que on est un prétexte, que des fois il peut y avoir des projections négatives sur les parents qui sont incompétents, qui sont incultes, qui connaissent pas leurs enfants, mais il faut, enfin, alors des fois c'est vrai, mais on n'est pas obligé d'aller les fracasser les parents non plus. Que les enfants, bah ils sont pas blanc-blanc, mais les adultes sont pas blanc-blanc non plus, donc ça requiert 1000 précautions. Et si on était dans un monde merveilleux, évidemment qu'une équipe pluridisciplinaire serait bien. Moi, dans mes vies dont je parle pas, j'ai travaillé 15 ans dans le monde du travail social, y compris comme enseignant en France, en Guyane française pendant 10 ans, à superviser. J'ai aussi un boulot de superviseur de professionnels de santé ou de travail social, dont je parle pas, à piloter des équipes comme ça, mais en ayant une posture haute, où j'ai travaillé aussi en hôpitaux psychiatriques, sur ce genre de choses. Mais justement parce que j'étais pas médecin et pas psy, même si j'étudie ça depuis 30 ans, et que ma posture, elle était une posture de régulation, de coordination, de gestion de la parole. C'est un métier en soi, pour faire dialoguer tous les experts. Et puis une autre chose, donc ces outils sont utiles, il y a des gens remarquables là-dedans, mais merci pour ta franchise, vu de l'intérieur, et l'expertise et l'expérience que tu as de ça. Évidemment qu'on espère que ce monde avance encore beaucoup plus vite pour acculturer un maximum de gens. Faut identifier le plus tôt les enfants pour les préparer, pas leur dire qu'ils sont surdoués, ça sert à rien. La question, c'est comment on leur dit, en fait. Sinon, c'est de la pensée magique. En gros, je te le dis pas, je t'en parle pas, ça n'existe pas. Ça s'appelle de la pensée magique. Rendez-vous à l'arrivée quand la bombe explose. Ou sauf à espérer que l'enfant va se démerder tout seul, bah, comme il peut. Et puis, il y a un autre sujet aussi. C'est est-ce que les parents sont concernés ou pas? Moi, mes parents, ils sont pas atypiques. Ou alors, ça, c'est dans les nuances que j'amène, des parents qui sont HQI typiques,
qu'ont des enfants atypiques. Alors ça craint tout autant que si les parents étaient neurotypiques, enfin ils sont neurotypiques HQI, et dans ce cas-là, ils peuvent avoir une posture machine de guerre, tu obéis, je te coupe la tête, tu rentres dans le rang, tu fais pas chier, ça va bien se passer. Ou l'inverse aussi, c'est-à-dire on a le futur Einstein sous la main. C'est-à-dire que les parents sont dans des archétypes d'éducation, à la fois je veux pas que tu fasses de bruit, je veux pas que tu gênes parce que c'est notre image de parent qui est en jeu aussi, parce que il y a l'image de la bonne mère, il y a l'image des bons parents qui circulent dans notre civilisation occidentale aussi, faut pas oublier ça, mais il y a aussi ce côté de parents qui projettent, comme je disais tout à l'heure, sur l'enfant une réussite scolaire qui n'était pas la leur. Et alors là, c'est pire parce que quand on fait écho au perfectionnisme, au stress de performance de l'enfant atypique et qu'on le pousse comme un étalon de course, il va claquer comme un élastique encore plus rapidement que si on lui disait de se conformer. Donc on a aussi cette difficulté-là. Mais pour continuer dans les solutions auprès des familles, on est dans un monde où maintenant on a beaucoup de professionnels qui peuvent entourer la parentalité et pas que des professionnels de la psychologie. Moi, j'ai rien du tout contre les psychologues. Au contraire, c'est des professionnels dont on a besoin tout le temps. Mais il n'y a pas que la psychologie en termes d'accompagnement du haut potentiel. Loin de là, loin de là. Pour faire du coaching et pour travailler, moi, avec mon associée Christine, qui s'occupe des adultes, un coaching qui est extrêmement bien calibré, ciblé pour le haut potentiel et les personnes atypiques, fonctionne extrêmement bien. C'est extrêmement efficace. En conjonction avec de la psychologie, si nécessaire. Mais moi, je fais face à des parents qui se jettent dans les bras de la psychologie infantile ou adolescente, qui parfois, ils perdent du temps, ils perdent de l'argent, alors là, beaucoup, et souvent, ça décourage l'enfant qui, in fine, dit, moi, j'en ai ras-le-bol de voir des professionnels, ça sert à rien. Tout ce que ça me sert à comprendre, c'est que je suis un animal différent et que je suis irrécupérable puisqu'on ne trouve pas la solution. Mais penser coaching plus souvent que nécessaire. Parce que le coaching, c'est utiliser des outils sur le comportement, et on voit bien que chez le jeune, c'est une question de réglage comportemental et d'éducation à la société qui est nécessaire. Et parce qu'aussi, dans le coaching, même si on prend de la distance et qu'on ne donne pas de conseils, il y a un effet mentorat, c'est-à-dire un adulte expérimenté, expert, qui donne des points de vue, enfin qui permet de prendre du recul, qui est extrêmement bénéfique pour les ados, parce que ce qui leur manque aux ados, c'est d'avoir des points d'accroche pour comprendre quel type d'adulte ils vont devenir après. Parce que déjà, quand on est un ado typique, on ne sait pas quel adulte on va devenir, mais quand on a vécu toute son enfance et son adolescence à se dire qu'on était en décalage, qu'on était un extraterrestre tombé par hasard sur la planète Terre, vous imaginez quelles sont les questions qu'on se pose pour quel type d'adulte je vais finir par être. Est-ce que je vais continuer à être en décalage? Est-ce qu'on va me rejeter toute ma vie? Donc les jeunes ont besoin de points d'accroche, et des points d'accroche en dehors des parents, parce que les parents, ils sont pollués par l'éducation familiale, par le fait que, ils sont trop bienveillants ou ils sont rejetants, etc. Donc les jeunes atypiques ont besoin de points de repère, ils ont besoin de mentors autour d'eux, et pas que des coachs. Moi, je conseille souvent à des parents dont la scolarité de l'enfant est en train de dérailler tout doucement, demandez au collège de nommer un mentor parmi les adultes qui encadrent votre enfant, parce que la relation en tête-à-tête, la relation de duo qui va s'installer entre l'enfant et le professionnel va être extrêmement bénéfique, parce qu'il va redorer le blason de l'enfant, parce qu'il va être dans une confiance, une admiration, et les enfants atypiques ont besoin d'admirer les personnes autour d'eux qui vont rassurer, tout ça, ça va rassurer l'enfant. Donc, le mentorat, c'est très important. Donc, pensez coaching, pensez mentorat et pas que psychologie, parce que c'est pas un problème psychologique. Je veux dire, on n'est pas dans un référentiel freudien dans 100% des cas. C'est pas une pathologie, et j'explique souvent ce que disait Dabrowski, donc psychiatre et psychologue. Les surdoués n'ont pas besoin
de médecins, de médecine et de thérapie, en tant qu'ils Mmh. sont atypiques. Ils ont besoin d'informations parce qu'ils sont ignorants de la personne qu'ils sont. Absolument. D'où la nécessité de l'identification. Et le fait est, comme tu le dis, beaucoup de jeunes, moi j'en sois rarement, c'est pas ma cible principale, mais régulièrement, j'ai un service d'urgence, j'ai un SAMU, pour des jeunes. Alors je commence, enfin, il faut qu'ils soient un peu autonomes. Beaucoup d'ados, de jeunes adultes, euh, où l'information, ah voilà, qui veulent plus, où les parents me disent ils veulent plus parler à personne. Ben, je dis mais à leur place je fais la même chose, hein. Mais ils ont raison. Mais en fait, quand ils vous disent qu'ils veulent plus parler à personne, c'est pas ça en fait. C'est pas le vrai sujet. Le sujet, c'est au regard de l'expérience qu'ils ont de la vie des gens qui se sont approchés d'eux, qui n'ont rien compris, qui les ont maltraités. Ils ont abandonné l'idée que un jour, il y aura un être humain sur Terre qui les aidera. Je dis, ça, c'est la vérité. Consultez-les. Moi, quand je les ai, c'est ça que je leur dis. Qui me valide évidemment, hein. Et j'ai fait la même chose. J'ai dit évidemment qu'ils ont besoin d'aide, mais plus des gens qui les emmerdent ou qui vont scanner, avec lesquels ils vont jouer comme un chat avec une souris. Donc, ils veulent quelqu'un qui les comprend au-delà de ce qu'ils disent, qui soit capable de décoder et de les faire avancer. Point barre. Alors, soit il y a un psy qui est en général plutôt atypique, qui fait autre chose que de la psy traditionnelle, et c'est très bien, auquel cas psy peut aider, mais c'est pas psy en tant que psy, c'est la personne qui aide, c'est pas le psychologue, c'est le Mmh. professionnel qui est là, qui est capable d'accompagner quelqu'un, c'est-à-dire d'abandonner son référentiel psychologique, et après ça dépend des champs disciplinaires de psy. Moi, je suis plutôt dans le post-structuralisme et je forme des gens depuis 25 ans là-dessus, c'est-à-dire au-delà du psy-clinique, psy-social et psy du travail, c'est toute école de Palo Alto. Ils veulent de l'information. Mais j'ai encore eu une personne il n'y a pas longtemps qui est venue me chercher, elle me dit, écoute, si tu arrives à causer avec elle, bon courage. Bah, j'ai aucun problème. On a même débordé, je crois. Mais parce que je lui parle normalement, parce que je vais pas la juger, je vais pas la critiquer, je vais pas lui dire tu fais des conneries parce qu'elle sait très bien qu'elle fait des conneries, et que en plus elle est allée dans un collège pilote. Elle le sait, en plus elle culpabilise. J'ai pas rajouté ça. C'est-à-dire que moi je rentre dans son système, je suis capable d'expliciter ce qu'elle me dit, plus ce qu'elle me dit pas. Bah ça c'est pas de la, enfin c'est pas la même forme de psychologie. Puis surtout, faut bien connaître les sujets. Et les jeunes, ils veulent ça. Et y compris de lui dire, bah là, tu fais des conneries, t'as pas le droit. Mais de dire, bah, peut-être qu'à ta place, je fais la même chose, mais il faut pas. Mais en général, ils le savent, ils sont pas cons, hein. Mais en fait, ce Non. qu'ils veulent, c'est de l'aide pour se sortir de ça. Ils veulent de l'aide pour se sortir de ça parce qu'ils sont démunis, parce qu'ils culpabilisent, parce qu'ils sont pas forcément fiers de ce truc-là. Mais ça, c'est pas la peine de leur ajouter des coups de marteau sur la tête, ils savent. Mais ce qu'ils veulent, c'est des solutions, surtout. Donc, ils veulent des homologues. Et évidemment que c'est aidant d'avoir un autre tiers. Moi, je lui dis, je suis pas tes parents. Je peux te parler comme un père, mais je suis pas tes parents, donc c'est pas le sujet. Et c'est aussi d'exonérer les parents d'un certain nombre de choses pour que les enfants aient aussi une autre parole d'autorité, parce que évidemment, ils vont scanner. Moi, je dis aux parents que vos enfants, ils me testent, ils me contrôlent, ils me balancent des pots de banane, ils ont bien raison. Alors là, je fais la même chose. Donc jusque-là, tout va bien. C'est même pas un problème. Ça serait pas normal qu'ils le fassent pas d'ailleurs. Ça serait pas normal du tout. C'est plutôt un signe de bonne santé psychique, évidemment, qu'un professionnel typique, il va flipper. Mais c'est juste normal de faire ça. Et c'est pas de la mauvaise volonté, c'est de la survie psychique. Après, je sais plus ce que je voulais dire sur ce truc-là. Sur les enfants, c'est trouver des stratégies. La période de l'adolescence, très souvent, je dis que c'est une période de 15-25 ans, qui est une période de transformation sociale, biologique, organique. Les relations amoureuses, c'est le bordel aussi, hein. Alors après pour les adultes, mais déjà pour les ados. Pour l'école, faut trouver, te dis, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? C'est quoi ton job? Mais je dis, gamin, allez sur un premier truc qui vous fait bouger. Alors moi j'ai été prof aussi en université, en école de management, mais en gros, de toute façon, dans 2 ans, vous allez faire autre chose. Donc on s'en fout. Trouvez peut-être quelque chose qui soit pas hors champ, et puis vous serez à un autre endroit qui vous permettrait de savoir ce qui est important pour vous. C'est-à-dire qu'il y a des atypiques
qui sont capables de conceptualiser leur avenir et d'autres pas du tout. Il y a des typologies d'atypiques qui passent par l'expérientiel. C'est-à-dire, s'ils font pas, il faut qu'ils téléchargent biologiquement, organiquement les choses, enfants ou adultes. Hein. Donc, les processus d'apprentissage, ils sont compliqués. Tu les poses quelque part, ils téléchargent tout. Par contre, ils peuvent pas anticiper et conceptualiser les choses. C'est très, très compliqué. Donc, dans les processus pédagogiques ou psychocognitifs, il y a vraiment des différences. Évidemment que ça vaut aussi pour des gens neurotypiques, mais là, on parle de cette autre population atypique. Et surtout, les dédramatiser pour les parents qui sont effectivement souvent flippés, que de toute façon, un job dans la vie, il faut oublier, ça n'existe pas. Enfin, sauf si tu as un truc d'âgé et que tu vas changer de secteur, de pays, mais c'est pas un job, ça. Parce qu'on va vite s'ennuyer, mais il vaut mieux le savoir et que c'est normal. C'est la contribution qu'on peut avoir, nous, quand on fait du coaching ou l'accompagnement. Moi, j'ai créé la première organisation de coaching. Alors, j'ai une intervention, peut-être je la mettrai sur la Société française de coaching, où je dis qu'on peut pas accompagner les surdoués comme on nous l'apprend dans les écoles ou dans les formations. C'est comme tu dis, évidemment que des fois, on parle en tant que père. Moi, je peux parler de l'enfant que j'ai été. On peut avoir une posture de mentor, on peut avoir une posture de père, de conseil, de coach, d'éducateur. Mais c'est pas ce qu'on apprend dans les écoles de coaching. Le coaching, neutre et bienveillant, on n'est pas là pour être neutre. On n'est pas là pour faire de l'eau tiède, on est là pour être utile. Mais dire à quelqu'un, là, tu fais des conneries, t'as pas le droit, c'est pas une posture de coach, c'est la mienne. Parce qu'il n'y a pas de temps à perdre, tu mets les deux doigts dans la prise, tu discutes pas, tu dis c'est des conneries, tu vas prendre le jus. Il y a d'autres choses à faire de plus intelligent. Mais avec un enfant atypique, tu peux. À la personne que je suis un peu avec les aspérités, mais avec les atypiques, on gagne du temps. Ils veulent pas perdre de temps. Ils veulent optimiser, ils veulent apprendre des choses, ils veulent internaliser des compétences. Mais c'est plus la même forme de coaching. Ils veulent apprendre, ils veulent comprendre et ça va durer toute la vie. D'ailleurs, c'est une caractéristique des atypiques. Ils vont apprendre toute la vie.